Le 4 septembre 2018, Amazon devenait la deuxième entreprise à passer le cap du billion de dollars en valeur boursière, après qu'Apple l'ait franchi le mois précédent. Si l'entreprise a atteint une telle valeur, c'est car elle convainc ses investisseurs que son plan de domination du monde les rendra à long terme extrêmement riches. Avant de détailler le plan de Jeff Bezos pour son entreprise, il est nécessaire d'expliquer en premier lieu ce qu'est Amazon. C'est assez évident, Amazon est une entreprise de vente spécialisée dans le e-commerce. C'est ce que vous vous êtes probablement dit en écoutant cette introduction. Et comment vous donner tort en voyant les revenus gigantesques générés par la branche commerciale d'Amazon? Ce teasing n'est pourtant pas là pour rien. Avec cette vidéo, je vais essayer de remettre en question cette vision, et si je ne dirais pas qu'Amazon n'est pas une entreprise de e-commerce, j'espère nuancer fortement cette position. It doesn't matter to me whether we're a pure internet play. What matters to me is do we provide the best customer service. Internet, schminternet, that doesn't matter. Well, but it does matter to your investors to know whether they're investing in a company that No, they should be investing in a company that obsesses over customer experience. In the long term, there is never any misalignment between customer interests and shareholder interests. Well, that's the same argument that somebody at Walmart would make as well, wouldn't they? I don't see why not. I think they should make that argument. Jeff Bezos ne s'est jamais caché d'avoir un plan pour le groupe Amazon. Il a certainement encore moins caché les 3 étapes principales. Il a cependant été plus discret sur la 4e étape, qui est la suite évidente au regard de l'ADN d'Amazon. Priorité aux consommateurs. I believe that if you can focus obsessively enough on customer experience, selection, ease of use, low prices, more information to make purchase decisions with, if you can give customers all that, plus great customer service, if you can do all of that, then I think you have a good chance. And that's what we're trying to do. Au sein des grandes entreprises nées de l'explosion d'Internet, 2 business models principaux sont apparus, les séparant en 2 catégories, celle axée sur la publicité et celle axée sur le consommateur. Si aucun chemin n'est meilleur dans son essence, ce choix impacte nécessairement les priorités de l'entreprise. Lorsque vos revenus proviennent des annonceurs, votre priorité ne peut pas être le consommateur. Les 2 exemples les plus évidents de ce business model publicitaire sont aujourd'hui YouTube et Facebook. En se concentrant sur les annonceurs, les 2 entreprises sont cependant confrontées à des gros problèmes de relations publiques et il ne se passe pas une semaine sans qu'une polémique n'éclate sur l'une des 2 entreprises. YouTube essaie aujourd'hui de changer une partie de ce business model afin de pouvoir être plus proche de ses utilisateurs et répondre mieux à leurs besoins. Avec l'apparition de YouTube Premium, qui permet notamment de mieux rémunérer les créateurs, mais aussi d'assurer une entrée constante de revenus à la filiale de Google, YouTube se met ainsi dans une position où elle dépend moins des annonceurs et se repositionne vers ses utilisateurs. Et ce n'est pas un hasard si l'on voit aujourd'hui une explosion des services à abonnement. De plus en plus d'entreprises souhaitent se concentrer sur les consommateurs et non sur des annonceurs. Amazon fait partie de ces entreprises qui sont depuis toujours axées sur le consommateur. Il existe cependant de grandes différences à l'intérieur même de cette catégorie. Certaines entreprises cherchent à faire payer plus le consommateur, quand d'autres cherchent à le faire payer moins. Des entreprises comme Apple ou Samsung font partie de la première catégorie, en justifiant cela par une qualité très élevée ou la promesse du respect de la vie privée. À l'opposé, l'objectif d'Amazon est de faire payer le moins possible le consommateur ou lui offrir beaucoup plus pour la même somme. En conséquence, Amazon est souvent pointé du doigt comme très peu respectueux de la vie privée, ce qui lui est cependant nécessaire afin de connaître au mieux ses clients et répondre à leurs besoins. Jeff Bezos a toujours fait passer le consommateur en priorité dans sa réflexion. Au moment de lancer Amazon et alors que la bulle Internet battait son plein, il a cherché à trouver le commerce qui bénéficierait le plus de cette technologie naissante. I went through a whole bunch of different things, made a list of 20 different products, looking for the first best product to sell online. Came up with books for a bunch of reasons, but primarily because books are very unusual in one respect, and that is that there are more of them than there are products of any other category. So there are literally millions of different books in print at any given time, and computers are good at organizing such large selections of products, and you could build something online that literally couldn't be built any other way. You couldn't have a physical world bookstore or a paper catalog with millions of different books. Amazon a donc commencé comme une entreprise de vente de livres
car elle était la seule à pouvoir donner accès directement à tous les livres sans être limitée par un stock. Là où les autres libraires étaient limités par l'espace physique de leur lieu de vente pour mettre en avant des ouvrages, Amazon ne connaissait pas cette problématique. I picked books because there were more items in the book category than any other category, and so you could build universal selection. There were 3 million in 1994 when I was pulling this idea together. The 3 million different books active and in print at any given time, and the largest physical bookstores only had about 150,000 different titles. And so I could see how you could make a bookstore online with universal selection. Every book ever printed, even the out-of-print ones, was the original vision for the company. Tous les achats réalisés sur la plateforme sont vus non pas comme un échange économique, mais comme un contact avec le consommateur pour chercher à le contenter le mieux possible. En rendant aussi agréable que possible l'expérience des utilisateurs, Amazon accroît au long terme sa base de clients, ce que l'on verra plus tard être un élément essentiel de sa philosophie. L'entreprise est aussi la première à avoir utilisé les commentaires des consommateurs, alors que jusque-là, seuls les critiques pouvaient donner leur avis. Amazon donne la parole aux lecteurs pour noter les livres, une véritable révolution à l'époque qui a fait grincer de nombreuses dents. If you're going to do anything new or innovative, you have to be willing to be misunderstood. And if you can't tolerate that, then for God's sake, don't do anything new or innovative. Every important thing we've done has been misunderstood, often by well-meaning, sincere critics, sometimes, of course, by self-interested, insincere critics. But you know, I'll give you an example. 1,000 years ago, we started this thing called customer reviews, and we let customers review books. We only sold books at that time, and customers could come in and rate a book between 1 and 5 stars, and they could write a text-based review. You guys are very familiar with this. It's now a very normal thing. But back then, this was crazy, and the publishers, the book publishers, did not like this because, of course, not all the reviews are positive. And I got a letter from one publisher that said, I have a good idea for you. Why don't you just publish the positive customer reviews? And I thought about this, the argument he was making to me is that our sales would go up if we just published the positive customer reviews. And I thought about this, and I thought, I don't actually believe that, because I don't think we make money when we sell something. We make money when we help someone make a purchase decision. And it's just a slightly different way of looking at it, because part of what they're paying us for is helping them make a purchase decision. And if you think about it that way, then you want the negative reviews too. And of course, it has been extremely helpful for people to have negative customer reviews. And by the way, it's come full circle now, where the product manufacturers use the customer reviews to improve the next generation of the product. So it's actually helping the whole ecosystem. And now nobody criticizes customer reviews. And in fact, if you were here in the year 2018, if some e-commerce company were to say, we're only going to publish the positive customer reviews, that would be the crazy thing that would get criticized. So the new and innovative quickly becomes the new normal. Il est certain que faire toujours passer le consommateur en numéro 1 signifie que quelqu'un passe en numéro 2. Chez Amazon, ce numéro 2 semble être les employés, bien que Bezos se soit toujours défendu de les traiter incorrectement et ait d'ailleurs récemment augmenté le salaire minimum de ses employés américains à 15 $ de l'heure. Amazon ne cherche, cela dit, pas seulement à rendre votre vie meilleure et plus facile. Elle cherche à rendre difficile de vivre sans. Vous avez certainement tous déjà été confrontés à des services après-vente de mauvaise qualité. Nos fournisseurs téléphoniques ou Internet sont vraiment les rois pour ces SAV catastrophiques. Ce n'est pas surprenant puisqu'ils considèrent ces services comme des coûts structurels, difficiles à réduire et peu intéressants. Pour ceux ayant eu l'occasion d'entrer en contact avec le SAV d'Amazon, vous voyez probablement où je veux en venir.
Après l'avoir utilisé, il vous tarderait presque d'avoir à nouveau affaire à eux. Si la situation est forcément un peu plus compliquée avec un vendeur du marketplace, elle est limpide lorsque vous achetez un produit directement sur Amazon. Informez le service après-vente que vous n'avez pas reçu votre achat, ils contacteront eux-mêmes les vendeurs et livreurs afin de comprendre où est le problème, et vous enverront souvent même automatiquement un nouveau produit sans poser de questions. Avant d'en profiter pour la livraison d'une PS4, je n'imaginais pas qu'un service autant axé sur la satisfaction du client puisse exister. Un autre excellent exemple de cette philosophie axée sur le consommateur est certainement l'évolution des temps de livraison de l'entreprise. Si au départ 2 semaines était un délai normal de livraison, Amazon a décidé de le réduire au fur et à mesure des années pour nous habituer à l'incroyable temps de 2 jours de livraison. Aujourd'hui, il est même possible de se faire livrer dans certains endroits en 2 heures maximum, mais Amazon ne compte pas s'arrêter là, avec notamment des plans d'implantation d'une flotte de drones qui réduirait drastiquement le coût des derniers kilomètres de livraison. Amazon finira par livrer en 2 minutes. Cette évolution n'a cependant pu devenir réalité que grâce à la 2e étape du plan de Bezos, viser grand, immense. S'il peut sembler logique de s'assurer de la satisfaction du consommateur, pourquoi est-ce si important pour Amazon? La réponse est simple. L'objectif de l'entreprise est d'obtenir le plus grand nombre possible de clients afin d'obtenir un maximum de données sur eux. Ces données sont ensuite utilisées afin d'améliorer les produits, ce qui permet au final d'obtenir encore plus d'utilisateurs, créant ainsi un cercle vertueux pour l'entreprise comme pour le consommateur. Pour atteindre cet objectif, il n'y a aucune limite pour Amazon. Bezos dit lui-même que le consommateur n'est jamais satisfait et qu'il faut donc toujours aller plus loin. Qu'il s'agisse de la livraison gratuite, qui était une révolution à l'époque, d'un service après-vente très laxiste, de tablettes à des prix dérisoires, ou encore d'accorder des licences d'éco à n'importe quel développeur, Amazon ne recule devant rien pour s'assurer du bien-être de ses clients. Ainsi, Amazon s'assure de ne jamais voir partir ses consommateurs, et surtout d'en attirer de nouveaux, qui finiront certainement par utiliser d'autres services du groupe que ceux pour lesquels ils étaient venus. Bezos a compris que les économies d'échelle étaient ce qui importait pour la réussite de son groupe, dans des proportions bien plus grandes que pour les vendeurs utilisant des lieux de vente physiques. So you'll open as many square feet of space, physical space, as you have to, hire as many employees as you have to service customers, absolutely. And we'll do it as rapidly as we can. That's a very cost-intense proposition. Not compared to opening an equivalent network of retail stores. Un système tel qu'Amazon Prime gagne énormément à avoir une base d'utilisateurs la plus vaste possible, en plus d'être une véritable mesure de la satisfaction des consommateurs. Si l'entreprise arrête d'améliorer son programme, ils s'en détacheront et Amazon pourra rapidement comprendre qu'il y a un problème. Avec Prime, Amazon perd de l'argent sur ses plus gros utilisateurs, mais compense avec la majorité qui utilise le service de façon moins régulière. Et plus le service compte d'abonnés, plus les économies d'échelle sont importantes, réduisant dans le même temps la difficulté à atteindre le seuil de rentabilité d'un utilisateur. Amazon a investi en 2018 26 milliards de dollars dans la livraison, un des atouts principaux de son service. C'est un chiffre gigantesque pour une entreprise dont le corps de métier n'est pas la livraison. Amazon possède aujourd'hui 50 avions dans sa flotte afin de pouvoir subvenir de plus en plus à ses propres besoins. Et c'est là l'un des avantages de jouer à des échelles plus grandes. Plutôt que de négocier des prix de livraison qui réduiront toujours les profits à réinvestir, mieux vaut simplement créer sa propre filiale de livraison. À ce rythme, Amazon trouvera très certainement un intérêt à créer son propre aéroport ou des pistes d'atterrissage autour de certains de ses hangars. Jeff Bezos est prêt à perdre de l'argent au court terme pour atteindre une taille qui lui permettrait d'en gagner beaucoup plus au long terme. Cette méthode a jusque-là fonctionné et donné raison aux investisseurs qui y ont fait confiance. Bezos était d'ailleurs très clair dès le départ sur les possibilités d'échec importantes malgré sa confiance dans le projet. Il avait par exemple annoncé à ses parents, qui ont malgré tout investi 300 000 $, qu'il y avait 70% de chances pour que la start-up échoue et qu'ils ne récupèrent de toute façon pas leur argent avant longtemps, car l'objectif était, et je vous le donne dans le mille, le long terme. There was a lot of
risk involved. In fact, also in the audience today are my parents, who were the original funders of Amazon.com. They invested about $300,000. I told them I thought there was a 70% chance they would lose their entire investment. That was an important disclosure because I wanted to be able to go home for Thanksgiving dinner no matter what happened. 25 ans jour pour jour après la fondation de la société, ils n'ont probablement aucun regret. En acceptant des pertes de court terme grâce à sa vision de long terme, Amazon a fini par dominer le monde du e-commerce en étant désormais implanté dans plusieurs centaines de pays et en étant de loin le plus gros acteur du e-commerce extérieur à la Chine. Et c'est cela qui mène alors sa direction à l'étape suivante du plan, l'étape 1 + 2 = 3, répétée dans un nouveau domaine. You know, when we first started selling books 4 years ago, everybody said, look, you're just computer guys, you don't know anything about selling books. And that was true, but we really cared about customers, and now we know a lot about books. And when we first started selling music, people said the same thing, but we hired the right people. So we don't do this in a vacuum. We go out and hire the best industry experts in each of these categories. That's the same with toys and electronics. So, you know, we take this very seriously. We take the commitment to the customer very seriously. And we're not about to release something or announce something before it's ready. Depuis plusieurs années, Amazon rentre dans nombre de marchés différents et veut en développer toujours plus. Amazon ressemble à un site de vente, mais en réalité, c'est bien différent. C'est seulement une fraction de son business. Parmi les quelques entreprises que vous connaissez sûrement, on compte Twitch, Whole Foods, Kindle, Alexa devenu Echo, Prime Video, IMDb, PillPack, Zappos, Prime Music, Ring ou encore Audible. Amazon a acquis 98 entreprises depuis 1998 et tout cela sans compter les filiales directement créées par Amazon, et notamment parmi celles-ci, la poule aux œufs d'or d'Amazon dont je parlerai à la fin de cette troisième étape. This is a question I sometimes get. How can you do so many different things? Why don't you stick to the knitting? The kind of traditional advice would be to stay focused and keep the business simple. And the way I think about this is we actually do stick to one thing. It's just not described. It's not the business itself. We do web services, which is, you know, big enterprises buying compute services from us, and we have our retail business, and we have Amazon Studios, which is making original content, Amazon Go, the things you listed. So, but the cultural thread that runs through all these things is the same. We only have a few principles at Amazon, kind of core values that we go back to over and over again. And if you looked at each of the things that we do, you would see those run straight through everything. So the first one, and by far the most important one, is customer obsession. Ce modèle est d'ailleurs de plus en plus suivi aujourd'hui avec certaines des plus grandes entreprises du monde qui deviennent de véritables conglomérats où les différents investissements deviennent en réalité des divisions à l'intérieur de l'entreprise avec des stratégies parfois complètement opposées. L'une des sociétés précurseurs de ce système est Samsung, un des exemples contemporains les plus évidents. Ce groupe, qui a démarré dans la vente d'épices et de laine, est aujourd'hui présent via 59 sociétés dans les milieux de l'électronique, du BTP, de la construction navale, du nucléaire, des assurances ou encore de la grande distribution. J'ai évoqué dans la deuxième étape qu'Amazon investissait des milliards chaque année dans la livraison. With that distribution center space and half a dozen distribution centers around the country, it allows us to get product close to customers so that we can ship it to customers in a very timely way, which improves customer service levels. That's what we're about. If there's one thing Amazon.com is about, it's obsessive attention to the customer experience, end to end. Si ce n'est pas le cas pour tous les domaines dans lesquels Amazon s'implique, nombre d'entre eux profitent énormément de ces investissements préalables. Autant d'argent qui devrait normalement être dépensé par un nouvel acquéreur, mais qui profite ici de la rationalisation de l'ensemble du géant du e-commerce. Il est plus facile de vendre moins cher un Kindle ou une Alexa lorsque les frais de livraison ne rentrent pas en ligne de compte dans le calcul du prix. Si les géants que sont UPS, DHL ou FedEx n'ont pour l'instant pas à craindre Amazon, je commencerai à leur place à m'inquiéter. Comment pense Amazon? Vous avez raison.
au long terme. Elle ne fait que très rarement de grandes annonces qui révolutionnent le marché, mais développe au fur et à mesure son pouvoir dans de nombreux domaines et finit par prendre les parts de marché d'autres entreprises, longtemps leaders de leur secteur. En arrivant sur un nouveau marché, Amazon répète donc dans celui-ci les étapes 1 et 2 et baisse souvent les prix pratiqués jusque-là. La logique des prix prédateurs n'est pas une idée nouvelle. Arriver sur un marché et éliminer la concurrence ou la racheter en baissant suffisamment les prix est une tactique bien plus vieille que le capitalisme. Une fois celle-ci éliminée ou suffisamment affaiblie, l'entreprise remonte ses prix et engrange des bénéfices maximaux. Si elle n'est que peu régulée à travers le monde, l'Union européenne a elle mis en place de fortes régulations pour limiter ces pratiques grâce à son droit de la concurrence. Si de nombreuses entreprises ont subi les foudres de Bruxelles, Amazon n'a jamais été inquiété sur ces questions-là pour une raison très simple. Après avoir baissé ses prix, Amazon ne les rehausse pas. L'objectif est toujours le même. Mieux vaut satisfaire le consommateur pour assurer des profits à long terme grâce aux économies d'échelle. Lorsqu'Amazon a racheté Whole Foods il y a 2 ans, la moyenne des prix a baissé, une action en complète contradiction avec un marché aux marges déjà pourtant faibles. En effet, dans la distribution alimentaire, les marges des vendeurs sont très faibles, souvent tout au plus 3% lorsqu'on fait partie des leaders du secteur. Une fois à ce stade, il est possible de créer ses propres marques et vendre les produits les plus rentables. La marge est d'autant plus intéressante que l'achat en gigantesque quantité donne des moyens supplémentaires de négociation avec les producteurs. Cela dit, afin d'arriver à ce stade, il est nécessaire d'accepter de très faibles bénéfices, voire même des pertes, dans un premier temps. Si les revenus d'Amazon sont immenses, l'étude de ses profits révèle qu'ils sont très faibles en comparaison, et surtout, qu'ils ne suivent pas la courbe de progression des revenus. L'entreprise considère en effet qu'il vaut mieux se développer plutôt que de gagner de l'argent. Les exemples de géants disparus semblent lui donner raison, quand on voit le destin funeste de Nokia et BlackBerry, alors que ceux-ci dominaient outrageusement le marché du téléphone portable il y a encore 10 ans, mieux vaut se diversifier, quitte à se mettre en difficulté, plutôt que d'attendre l'inexorable chute. What really matters is companies that don't continue to experiment, companies that don't embrace failure, they eventually get in a desperate position where the only thing they can do is make a kind of Hail Mary bet at the very end of their corporate existence. Whereas companies that are, making bets all along, even, big bets, but not bet the company bets. I don't believe in bet the company bets. That's when you're desperate. That's the last thing you can do. And you have to always be leaning into the future. If you're leaning away from the future is going to win every time. Ce business model du long terme est de plus en plus répandu aujourd'hui, avec une explosion des startups acceptant des pertes au court terme afin de s'assurer une base d'utilisateurs toujours plus grande qui leur permettra, à terme, de se rentabiliser une fois que leur place monopolistique sera assurée. Parmi les plus connus comptent notamment Snapchat, Twitter, MoviePass ou encore Spotify. Ce dernier est d'ailleurs un cas très intéressant qui souligne la puissance des plateformes. Là où les tiers versent un pourcentage à Amazon, celui-ci n'a pas à le faire avec lui-même. Dans un marché aux marges extrêmement faibles, les pourcentages demandés par Google, mais surtout par Apple, qui demande près de 30% pour accéder à sa plateforme d'application mobile, mettent l'entreprise en danger. La question qui se pose est alors très simple. Comment Amazon peut-il se permettre d'entrer constamment dans de nouveaux domaines et y subir des pertes sans que cela ne mette en danger l'entreprise? Et c'est là qu'entre en jeu la poule aux œufs d'or, assez méconnue d'Amazon, Amazon Web Services. Je l'ai dit plusieurs fois, les revenus d'Amazon sont immenses et proviennent notamment de son activité de e-commerce. Pourtant, un tout autre visage émerge lorsque l'on examine la provenance des profits de la société. En 2018, plus de 70% étaient générés par Amazon Web Services. Cette filiale a en effet réalisé l'année dernière 7,3 milliards de dollars de profit. Pour donner une idée de l'importance du chiffre, cette seule filiale a produit plus de profits que Starbucks et eBay réunis. Et on ne peut comprendre l'immense mainmise d'Amazon dans le domaine qu'en voyant les entreprises utilisant ses services. Parmi celles que vous connaissez probablement,
Compte LinkedIn, Expedia, Tinder, Dropbox, Yelp, Slack, Reddit, Pinterest, la gamme de logiciels Adobe ou encore Airbnb et Spotify. Et bien sûr, son plus gros client, un site qui utilise 15% de la bande passante de l'Internet mondial, Netflix. Pour certains, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler d'AWS. Je vais donc vous expliquer ce que fait cette entreprise et surtout pourquoi son apparition a révolutionné Internet. Ce que permet Amazon Web Services, c'est d'utiliser Internet comme un système d'exploitation. Vous utilisez déjà certainement de nombreux services comme iCloud ou Google Drive où vos données sont stockées directement sur des serveurs et où vous pouvez ensuite interagir avec celles-ci. L'idée d'AWS est la même, mais ce service permet de faire fonctionner des sites et en gérer la bande passante nécessaire. Auparavant, une société dont le produit était utilisé ou vendu en ligne devait avoir ses propres serveurs. Le problème survenait lorsque d'un seul coup le produit devenait bien plus populaire et que les serveurs ne supportaient pas une arrivée massive de clients sur le site. Il fallait donc pour ces sociétés choisir entre prendre le risque de voir vos serveurs surchargés ou alors dépenser trop d'argent dans des serveurs pas assez utilisés. Ce que propose AWS, c'est de faire payer en fonction de ce qui est consommé, comme on le ferait pour de l'eau ou de l'électricité. C'est alors une véritable révolution qui est réalisée par Amazon dans le monde des serveurs, mais surtout pour toutes les nouvelles entreprises souhaitant se lancer sur le net. Avec une filiale qui génère tant de bénéfices, les pertes de tous les autres domaines dans lesquels Amazon est présent sont couvertes. C'est ce qui lui permet de tenir suffisamment longtemps pour acquérir une place dominante et assez de données sur les consommateurs et les produits pour obtenir la rentabilité recherchée. Another one is long-term thinking. We are willing to take some time and be patient with our business initiatives, and that runs through everything. So a lot of our competitors might have 2 to 3 year kind of time frames, and we might have more of a 5 to 7 year sort of time frame. La domination mondiale? La puissance d'Amazon est celle d'avoir créé une plateforme à laquelle personne n'échappe, et surtout pas les vendeurs. Au-delà de sa plateforme de base, Amazon a lancé le marketplace qui permet à tout un chacun de vendre ses biens. Si une entreprise peut décider de ne pas vendre sur le site, des particuliers et intermédiaires le feront à sa place. Le coût pour l'entreprise est alors énorme. En plus de perdre des ventes potentielles, il y a aussi le risque d'être frappé de plein fouet par la contrefaçon, ce qui risque d'abîmer l'image de marque. Tout le monde préfère alors vendre lui-même son produit, et tant pis pour la marge prise par le site. Et au passage, Amazon récupère encore un peu plus de données. Et ces données récupérées grâce au marketplace, Amazon les utilise encore plus que celles de son site de base. Le groupe repère des produits basiques qui ont un certain succès et crée des marques secondaires pour les vendre. Si Amazon Basics est très connu, l'entreprise possède des dizaines de marques vendant des produits spécifiques. Mae pour les sous-vêtements, Pinzon pour le linge de lit, Peak Velocity dans les vêtements techniques, et je m'arrête là, mais la liste est très longue. Toutes ces marques basent leur catalogue sur les données accumulées par le site. Si cela peut paraître peu important, en réalité dans ces marchés avec des marges faibles, savoir quoi vendre en quelle quantité assure une rentabilité bien supérieure à la concurrence. Et on en revient toujours à la même idée. Les économies d'échelle du groupe Amazon font qu'un petit changement qui améliorera la rentabilité par 1% aura des conséquences gigantesques sur l'ensemble. Mais cela ne s'arrête pas là. La plateforme d'Amazon est gérée par, surprise, Amazon. Qui de mieux que lui-même pour savoir comment apparaître plus haut dans les recherches faites sur le site. La vente au détail est une industrie valant aujourd'hui plus de 26 milliards de dollars. Mais la vente en ligne n'en représente encore que 10%. Amazon n'a donc pour l'instant pas accès à une grande majorité de ce marché. Ces 90% restants sont un marché sur lequel il est difficile d'entrer tant il nécessite des coûts structurels importants et Amazon n'a donc pas d'autre choix que de le révolutionner pour s'y faire une place. C'est exactement la promesse qui a été faite le 5 décembre 2016 lorsque la compagnie a posté sur YouTube une vidéo dévoilant Amazon Go, son projet de supermarché automatisé et sans la moindre attente.
Une dizaine de magasins sont aujourd'hui ouverts aux États-Unis pour la phase de test grandissante du projet, qui rend l'expérience d'achat bien plus simple et rapide, puisqu'il suffit de choisir les produits que l'on achète. Les données obtenues dans ces magasins seront reliées à votre compte Amazon, comme le serait une carte de fidélité, et lui permettront de comprendre encore mieux vos pratiques. Et surprise, vous venez peut-être de comprendre que si les magasins cherchent à tout prix à vous faire accepter leur carte de fidélité, ce n'est pas seulement pour vous faire revenir, mais surtout pour apprendre vos habitudes de consommation. Des anecdotes de magasins capables de savoir sans aucune information extérieure qu'une femme était enceinte, avant même par exemple que sa famille le sache, fleurissent sur Internet. Ici, plus besoin de carte. Vous et votre smartphone êtes votre propre identité, et cela suffira à Amazon. L'entreprise accorde une énorme confiance aux données, ce qui lui a réussi jusque-là. L'objectif de Bezos est que les gens lâchent le volant pour laisser la voiture mieux avancer. Il faut donner la main aux algorithmes tout en laissant la décision finale à un humain. The thing I have noticed is that when the anecdotes and the data disagree, the anecdotes are usually right. There's something wrong with the way you're measuring it. And that's why it's so important to keep you need to run something where you're doing, shipping billions of packages a year. For sure, you need good data and metrics. Are you delivering on time? Are you delivering on time in every city? Are you delivering on time to apartment complexes? Are you delivering on time in certain countries? You do need the data, but then you need to check that data with your intuition and your instincts, and you need to teach that to all the senior executives and junior executives. Et il applique cette mentalité au sein de son entreprise. Au moment de choisir le second QG d'Amazon, c'est un algorithme qui leur a conseillé d'en créer deux. Un à New York, l'autre à Washington. Bezos explique régulièrement qu'il y a pour lui deux types d'approches pour une société. Celle centrée sur le consommateur, et vous avez compris que c'était la sienne, et celle centrée sur la concurrence. Cette seconde approche est intéressante à moyen terme, mais dangereuse à long terme. Que faites-vous si vous n'avez plus de concurrence directe ou que vous ne diversifiez pas votre approche? And we talk about it as customer obsession as opposed to competitor obsession. And I have seen over and over again companies talk about that they're customer focused, but really when I pay close attention to them, I believe they are competitor focused. And that's just a completely different mentality. And by the way, competitor focus can work. But I don't think it works in the long run as well as customer focused. For one thing, once you're the leader, if your whole culture is competitor obsessed, it's kind of hard to stay energized and motivated if you're out in front. Dans ce cas, une menace interne comme externe peut arriver soudainement dans un marché et le détruire. Au cours du 19e siècle, Western Union était une des entreprises américaines les plus puissantes grâce à son expertise avec le télégraphe. Elle s'est consacrée à racheter nombre de concurrents, mais a refusé une offre de Graham Bell de leur vendre les brevets du téléphone. Moins de 30 ans après cette proposition, Western Union était racheté par l'entreprise de Graham Bell, devenue depuis AT&T. À trop se concentrer sur son commerce actuel, Western Union n'a pas envisagé qu'une nouvelle invention puisse les éliminer. Autre exemple, contemporain cette fois, de menaces externes venant détruire un marché, Skype, WhatsApp ou encore Messenger, qui viennent grignoter de plus en plus l'usage des SMS et des appels. Au contraire, une menace interne que l'on a pu voir en France ces dernières années est Free. Les trois fournisseurs historiques de services téléphoniques et Internet s'accordaient sur les prix et se suivaient entre eux sans chercher à faire vraiment bénéficier les consommateurs. Free est venu changer radicalement cette situation. Et si les trois ont survécu, c'est principalement grâce aux immenses marges qu'ils faisaient jusque-là. Sans des ententes aussi bénéfiques, il aurait été loin d'être improbable que l'un des trois disparaisse suite au choc. Si une chose est bien mise en avant par Jeff Bezos pour comprendre Amazon, c'est qu'il est nécessaire de regarder au long terme. L'objectif d'Amazon n'est pas seulement de diriger le commerce mondial, mais bien de devenir le marché. Tout comme AWS n'est plus un simple fournisseur de serveurs, mais pour certaines personnes, devenu tout simplement Internet. En effet, Amazon Web Services est devenu une part immense du web. Cela s'est ressenti le 28 février 2017,
quand pendant 4 heures, une partie du service ne fonctionnait plus et a donc coupé une part importante de l'Internet mondial. Aujourd'hui, les seuls en capacité d'avoir un véritable impact sur Amazon sont les gouvernements. Ceux-ci peuvent créer des règles spécifiques qui pourraient empêcher Amazon de devenir trop puissant. Cela dit, il est particulièrement difficile de réguler une entreprise alors que celle-ci est très appréciée par les clients, et parmi les entreprises du Big Tech, peu sont autant appréciées par les consommateurs qu'Amazon. Seul Apple me semble en position de les concurrencer sur ce point-là, alors qu'ils ont un véritable culte autour de leur société. Au-delà de ça, il est parfois dangereux de vouloir s'en remettre aux législateurs pour améliorer la situation. En tant qu'Européens, on connaît particulièrement la problématique de voir un domaine régulé par des gens qui ne le comprennent pas. Si la plupart d'entre vous ont déjà dû penser à l'article 13, l'exemple qui est à mon avis de loin le plus flagrant, parce qu'il touche tout le monde, et je dis bien tout le monde, ce sont les alertes quant aux cookies sur tous les sites affichés en Union Européenne. Un véritable enfer sur mobile qui a forcé des entreprises à tout simplement bloquer leurs sites dans l'Union Européenne. Il est quand même aberrant d'en arriver là à cause d'une incompréhension des problématiques pratiques d'un domaine. Nombre de politiques, particulièrement aux États-Unis, sont actuellement en croisade contre ces géants de l'informatique, et notamment Amazon. Pour autant, ils proposent généralement des solutions très simples qui procureront nécessairement des conséquences imprévues et malheureuses, peut-être à même de réduire tout l'intérêt de ces réformes. Elizabeth Warren veut par exemple empêcher les entreprises de vendre des produits sur leur propre plateforme, et Donald Trump a une vendetta personnelle contre Amazon, alors qu'il est beaucoup plus pragmatique avec les autres entreprises du Big Tech. Si les gouvernements peuvent prendre des mesures, elles auront probablement de meilleurs impacts au long terme si ce sont des mesures d'aide à la concurrence, plus que des mesures restrictives, qui finiront d'une façon ou d'une autre par être répercutées sur le consommateur. Ces grandes compagnies technologiques ont tendance à survendre l'impact qu'elles souhaitent avoir sur le monde, et se mettent souvent dans des positions délicates avec des déclarations d'intention expliquant qu'elles vont rendre le monde meilleur. Facebook assurait ainsi vouloir connecter le monde pour le rendre meilleur, quand il n'a fait que créer encore plus de chambres d'écho, où les gens ne sont plus confrontés à des opinions divergentes et sont poussés aux positions extrêmes. Google en est aussi une bonne illustration, avec son slogan « Do not be evil », comme en opposition au Big Brother qu'il est désormais devenu. Suite à beaucoup de plaintes de ses employés, l'entreprise a dû abandonner un énorme contrat militaire avec le Pentagone et DARPA ces dernières années. En opposition totale, Amazon n'a jamais vraiment promis rien de tout ça, seulement de se concentrer sur le consommateur. Tout au plus, Bezos s'est permis de dire que l'objectif était de rendre Prime si attractif qu'il faudrait être irresponsable pour ne pas s'y abonner. Lorsque des groupes de droits civiques et certains de ses employés ont protesté contre la vente d'une technologie de reconnaissance faciale au gouvernement américain pour des usages policiers et militaires, la réponse du chef d'Amazon Web Services est incroyable tant elle contraste avec celle qu'auraient pu improviser les autres membres des GAFAM. Avec plus de 500 000 employés, nous allons forcément avoir des opinions très diverses et nous en sommes très contents. Mais nous sommes extrêmement satisfaits de la valeur qu'apporte la technologie Recognition d'Amazon à ses clients de toute taille et tout type d'industrie, y compris pour les forces de l'ordre. Amazon est une machine capitalistique dans son essence la plus pure, au point qu'elle semble presque sortir d'un livre scolaire. Elle ne se laissera dicter son agenda que par une personne, le client. Amazon n'a donc jamais besoin de mentir. Elle sait ce qu'elle est et ce qu'elle apporte, et n'a pas peur de l'assumer face aux consommateurs. En répétant les 2 premières étapes de son plan dans d'innombrables domaines, Amazon commence à ressembler à quelque chose de bien différent d'une entreprise. Le jour où Jeff Bezos arrivera sur Mars grâce à Blue Origin et qu'il n'y aura que des terres vierges, ou qu'il rachètera des terres à un pays en manque de liquidité, c'est là qu'entrera en scène la 4e étape du plan d'Amazon, devenir un État-nation. There's no guarantee that Amazon.com can be a successful company. What we're trying to do is very complicated. There's huge execution risk involved. We have a terribly complicated business. We're growing, historically very rapidly. We're opening new
product categories. We're expanding in new geographies. We have whole new business models with things like auctions. Now we think this is the less risky of the two approaches because scale is important in this business, and you need scale also to offer the lowest prices and the best customer service to people. So scale is important to us, and we're going to go after that kind of scale. But it does mean that the executional challenges are huge. And so you'll find a bunch of people back in Seattle and around the world working very hard to make sure we service customers at the level that they're used to, and then even improving that.